écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, nouveau podcast Histoire. On est très heureux de recevoir un habitué de Radio Ma'arif, c'est Mohamed Oujama, le professeur Oujama qu'on a déjà entendu chez nous. Marhaba bik. Choukran, c'est... Comment ça va? Merci bien. On est très content de vous voir. C'est toujours un bon moment, mec. Et aujourd'hui, on va parler d'une ville où vous habitez d'ailleurs. Vous êtes venu c'est un podcast qui est enregistré à Casablanca, mais qui aurait pu être enregistré chez vous à Marrakech, parce que Marrakech, c'est le sujet. Marrakech, elle est un peu partout dans les podcasts, mais elle n'a jamais eu son podcast. Alors, on ne pouvait pas trouver mieux que le professeur Mohamed Oujama pour nous parler de Marrakech. Par où on commence? Merci, c'est Lali, M. Hamza également, et je salue votre public ou futur public de cette émission. J'ai l'honneur et le privilège d'être la cheville ouvrière de ce que sera par la suite le livre d'or de la ville de Marrakech. Le livre d'or de la Marrakech qu'on a publié en 2008. Et donc, je viens de vous déposer une copie chez vous pour votre lecture personnelle. Alors, c'est Marrakech. Marrakech, donc c'est le nom, le toponyme, est un terme composé. Heureusement, les Marocains maintenant sont ouverts un peu sur la langue amazigh, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils s'ouvrent de plus en plus. Un mot en amazigh, jusqu'à aujourd'hui, c'est le pacte, ou l'ahd. Akouch, c'est le Dieu. Donc, la ville de Marrakech tire son nom du pacte du Dieu. Ça veut dire que ce terrain, ce large espace de la plaine du Haouz aujourd'hui, à Zaghar auparavant, était un terrain neutre, où les tribus se rencontrent. Et quand on dit un terrain neutre, ça veut dire, comme la Mecque, comme Bénarès, on y entre presque pieds nus, sans armes. D'accord. Pour qu'il n'y ait aucun conflit. La sacralité du lieu vient de là. Ce qui fait ce que on raconte sur beaucoup de choses dans les écrits des Orientaux et même des certains maghrébins du moment, sur les voleurs, les tueurs, et là, ça n'a rien de sens parce qu'ils ont cru, les Andalous, ils ont cru qu'ils étaient obligés de tout expliquer alors qu'ils ne maîtrisent pas la langue amazigh. Ils l'ont entendu, mais non, ils n'ont rien compris. Cette explication, je l'ai entamée depuis presque, je dirais, 45 ans. Il a été confirmé par la suite par mon professeur, c'est Ahmed Tawfiq. Quand il a revisité pas mal de documents relatifs au Atlas, il a expliqué également Marrakech dans ce sens. Il a expliqué beaucoup de choses. C'est-à-dire que cette ville, ou plutôt cet espace, il existe, il est nommé avant l'arrivée des Almoravides ou des Lemtounides. Avant la ville, quoi. Avant la ville. L'espace existe comme un espace, comme... Ça n'a rien à voir avec 12 Dria. Non. Le malheur, c'est qu'on explique une langue par une autre. On explique d'abord intérieurement la langue, puis on peut l'interpréter par d'autres langues. Mais il faut d'abord l'expliquer elle. D'accord. Il faut d'abord l'expliquer. Tout le monde sait que Amerigo Vespucci a donné le nom de l'Amérique. C'est tout. Point barre, comme on dit. Mais que la France vient des Francs. Ce qui fait, on explique d'abord aux gens les origines des choses. L'évolution, c'est quelque chose d'inhérent à toutes les sociétés. Les langues, ce sont des corps vivants. Ils évoluent avec les sociétés. On parle d'Arijal Maghrébia, c'est un mélange de structure du Tashlahit principalement, avec des termes en espagnol, en anglais, on dit sandwich, on dit la sauce, on dit tout ce que vous voudrez. Matisha, tomatisha, exactement. Ce que fait les langues, il faudrait les comprendre, parce que c'est le parler des peuples, c'est leur façon de s'exprimer et de communiquer. C'est-à-dire que cet espace, qui est un large espace, du pays d'Imsmouda, Msmouda, c'est Imzoudn. Et vous avez encore le reste de ces populations, je parle de la langue, entre Mzouda d'aujourd'hui, Imzoudn, sur la route de Sawira, et Amzmez. Ce que fait le terme, c'est
ils ne se sont jamais dit, grosso modo, l'Imsmoda, qui est traduit en Massamida avec S, avec Saad, etc., ce qui fait, on est loin, comme d'ailleurs le cas d'Isn Haja. Alors, cet espace était un espace de commerce et de vie pastorale. On le traverse. Parce que, avant l'arrivée des populations du sud, c'est Ibn Hajar, les futurs Almoravides, l'espace d'Imsmouda s'étend du fin fond du Souss jusqu'à Tanger. Donc, des montagnes jusqu'à la mer. C'est les villes de Safi, Asfi, de Enfa, Casablanca d'aujourd'hui, Enfa. Et même de Tanger. Enfa, oui, ça veut dire l'horizon. Là où se rencontrent les trois points, le ciel, la terre et la mer. Un point, c'est tout. Alors, leur espace est étendu, il n'y a pas de cassure. L'arrivée d'autres populations vont le casser. Et parmi les premières populations qui ont débarqué dans l'espace des Masmouda, c'est des Almoravides, c'est des Sahraouis qui venaient de loin. Et ça peut expliquer beaucoup de tensions, puisqu'ils s'installent au milieu on va y arriver. Voilà. Alors, Ibn Hajar, ce que les historiens appellent Ibn Hajar, c'est un terme qui désigne d'abord, quand on dit Antechlahid jusqu'à aujourd'hui, Iznagn. Aznag, Antechlahid, c'est l'habitant de l'oasis. Zannag b'Techlahid, ça existe toujours dans le région de Marrakech, de ceci-là. Zannag, Malcolm Zannag Aflan, il a géré au Gérard, ça veut dire que c'est presque étouffé. Alors, ce cercle, le cercle autour des oasis a donné le nom à la population, et ce n'est pas autre chose. Il ne faut pas chercher plus loin. Ceux que nous avons connus par la suite, comme étant des Almoravides, ils sont venus du Sénégal d'aujourd'hui. Et même au-delà du fleuve, c'est-à-dire de l'île de Gorée. Les Portugais, d'abord, les ont appelés les Énégués. Ils les ont appelés les Énégués. Les Français vont les transformer le terme, la lecture, la connotation, le son portugais adapté à la langue portugaise en Sénégal. C'est-à-dire c'est le pays d'Ismaïla. Le Sénégal d'aujourd'hui est le pays d'Ismaïla. C'est une population principalement bédouine et pastorale et qui vit du commerce et de la vie pastorale de la transhumance. Ils ont fait, leur élite, ont fait un voyage vers l'Orient. En retournant de l'Orient, donc ils se sont arrêtés à Tunis. J'ai un grand juge frais d'origine Fassi, Abou Ayman al-Fassi, à qui ils ont demandé de les faire accompagner d'un de ses disciples qui va expliquer de façon stricte, rigoureuse, disons même beaucoup plus sincère et claire pour les populations qui ne parlent pas arabe, et que certains courants kharijites et chiites ont touché. Ce qui fait que les kharijites étaient vers le sud de l'Algérie d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a encore le Mzab, au fin fond de l'Algérie. Ce qui fait qu'ils ont une autre lecture. Alors, Abou Ayman al-Fassi leur a donné Abdullah ibn Yassine, c'est-à-dire le faqih, qui va les accompagner. Pour résumer, donc c'est un mouvement qui vient du fin fond du sud. On nous a expliqué par-ci, par-là, parce qu'il y a une crise de commerce, etc., etc. Tout ça est plus ou moins vrai, seulement que les transhumants marchent toujours. Pas nécessairement qu'il y a une crise quelconque, ils marchent. Chaque fois que la population augmente, il faut plus de denrées, il faut donc beaucoup plus d'échanges. Il ne faut pas l'expliquer par des mythes, mais par des mécanismes socio-économiques. Les gens, ils ont des régions presque désertiques, il y a peu de choses, donc il faudrait qu'ils vendent leurs produits pour acheter d'autres produits de consommation. C'est comme ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Petite question peut-être parallèle, juste pour quand vous dites qu'ils viennent du Sénégal actuel. Oui. Est-ce qu'ils sont noirs? C'est une question très... Oui. Généralement, on les considère comme étant des basanés. D'accord. En Techlahid jusqu'à aujourd'hui, on a toute une série de terminologies pour parler La couleur. de la couleur du genre. On dit, par exemple, Assoqi, c'est-à-dire c'est un esclave qui est acheté dans un souk. On dit Agentur, c'est le basané. Agentur et Gunter, ils sont aujourd'hui la population de Tata. Et les Saadiens ont fait venir une partie d'eux. Et Aït Hammo, alors la population est dissoute et la montagne entre Jdida et Marrakech, les Chemaïrs d'aujourd'hui, ça s'appelle le Guntur. Si vous demandez aujourd'hui aux populations locales de vous expliquer, mais c'est la couleur, c'est du basalte noir.
tout simplement. La couleur des Jebel. La couleur des Jebel, basalte noir. Vous avez même des noms de famille qui s'appellent Lignturi, Turi, etc. Tout ça, c'est des dérivés. Donc les Almoravides, ils sont basanés. Ce sont des basanés, ce sont des gens du Sud. Alors, ces gens vont débarquer, venir, donc, théoriquement, c'est pour corriger, entre guillemets, l'islam maghrébin ou l'islam du Maroc, principalement, c'est un projet à la fois religieux et idéologique. Et quand on dit religieux, c'est-à-dire sur le sacré, quand on dit idéologique, c'est le discours politique qui va justifier les choses. Donc ils vont accuser, etc., etc. Ils vont combattre. Quand ils ont débarqué vers le nord, pour passer des étapes, ils ont créé des comptoirs et des villes qui sont encore aujourd'hui. Tezagourt, c'est une création, Zagora d'aujourd'hui, de Benteshfil. Vous montez vers le nord, vous allez trouver Agdiz. Vous allez monter vers le nord, vous allez trouver presque Ibn Haddo, que tout le monde connaît. Un peu plus vers Tishka, vous allez trouver Amarzgan. Amarzgan, au sommet de cette petite montagne, il y a une garnison almoravide de Benteshfil. Tout ça, c'est des comptoirs almoravides. C'est des comptoirs, oui, c'est la route, etc. Alors, au lieu de faire la route de Tishka vers le Haouz, vers les plaines du Haouz, ils n'ont pas fait Tishka, mais de l'autre côté, donc, pour Tesrimout. Tesrimout, c'est quand vous êtes au niveau de Msiwa, vous regardez vers le Haouz d'aujourd'hui, vers Marrakech, c'est la première garnison militaire qui contrôle Marrakech. Il a été d'abord créé pour des besoins de conquête, puis consolidé et solidifié sur Benteshfil. Il existe toujours, malheureusement. Il est mal entretenu. Alors, ces gens vont trouver une ville très ancienne qui s'appelle Ramat. Ramat, c'est le pays des tanneurs, et romains. Les tanneurs, c'est-à-dire que c'est eux qui travaillent principalement la tannerie, Issa Donné et Ramat, aujourd'hui que je crois que c'est Abdullah Filli que vous recevez beaucoup, est chargé de présenter mieux que moi tout ce qui se fait, l'histoire et la géographie et même la culture d'Ahl Ramat. Alors, quand ils ont débarqué, ils ont conquis, ils étaient reçus. On dit qu'ils étaient reçus aimablement, mais c'est le langage des anciens chroniqueurs. Nous savons très bien que les chocs civilisationnels et culturels ne permettent pas cette lucidité des choses. Il va y avoir un choc, certainement qu'il y a un choc. Alors, ils ont pris Ramat, mais le problème de Ramat, c'est que ces gens venus du sud qui ont l'habitude des grands espaces ouverts jusqu'à la tente, il est ouvert de tous les côtés. Ils dorment à même le sol. Ramat, c'est une ville avec des rues, des ruelles, des souks, des hammams, des mosquées. C'est tellement exigu que l'esprit de ces bédouins venus de loin ne peut pas y résister. Soit qu'ils vont être absorbés, ce qu'ils refusent, ou la quitter tout simplement. Et c'est de là que vient l'idée de créer une ville à eux, loin, un campement loin de la ville de Ramat, qui est bien arrosée, qui est verdoyante jusqu'à aujourd'hui. Il y a une vallée, il y a beaucoup de choses. Pour venir un peu plus loin et créer à une certaine distance, 27 km à peu près. À partir de rien. À partir de rien, créer cette ville. Quand ils ont commencé à créer cette ville, il n'y avait pas de muraille, il y a de l'eau bien sûr, il y a tout un mythe. Ceux qui ont expliqué, c'était le 14e, 15e siècle. Ils ont dit que la montagne serait, la mer serait, etc. Mais tout ça, c'est que ces gens ont besoin d'abord d'un campement militaire. Ils ont créé un campement en dehors de tout ce qu'ont écrit les autres, y compris de Verdun, le grand de Verdun. Parce que la montagne, il faudrait se mettre à la tête de ces gens qui sont venus de loin. Il leur faut d'abord une base. La base, ça serait la ville de Marrakech. Ça serait leur ville en pleine plaine, derrière la montagne, et vers le nord du Maroc et vers l'Andalousie. Il a réussi d'ailleurs. Alors, donc, cette ville va être créée d'abord par Abou Bakr, qui est obligé de rebrousser chemin vers le sud, et va apparaître le principal personnage des Almoravides, Youssef Benteshfil, qui est un homme d'une large expérience. Il a vécu 50 ans comme stagiaire et suppléant et lieutenant. Il va vivre 50 ans, l'autre 50 ans de sa vie, en tant qu'Amir al-Muslimin, chef de l'Andalousie. C'est un homme très pieux, avec des idées pratiques, simples, disons que il ménage en même temps le fuqaha, il ménage les populations. Il a réussi donc. C'est d'après les commentateurs plus tard, quelqu'un qui sait d'abord communiquer. Son projet, il le communique. Il dit, Jean, nous travaillons au nom de Dieu, mais nous sommes
Ibadallah, les esclaves de Dieu, c'est-à-dire, sinon la population musulmane. Donc, il faudrait protéger toute cette population. Gérer Marrakech, donc, il a créé la ville, il lui faut des secteurs à caractère administratif, religieux, etc. On raconte beaucoup dans cette phase de création, juste pour rester sur Youssef Mtachfine, que sa femme, donc l'ancienne femme d'Abou Bakr Ben Omar, Zine Mdzaouia, aurait joué un rôle également, même fondé. Est-ce que c'est un... Comment tu te situes par rapport à cette version? Moi, je n'étais jamais attiré par cette idée pour la simple raison. Il a été... J'ai expliqué d'ailleurs à l'autrice du livre de Zainab Nefzaouia que sa façon, c'est un féminisme dans l'histoire. Zakia Daoud. Zakia Daoud, exactement, Jacqueline. Le féminisme dans l'histoire, on a essayé, elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de Marocains qui ont essayé de trouver des personnalités fortes de l'histoire. Ils n'ont pas parlé de la Kahina, ils ont parlé beaucoup de Nefzaouia, de l'épouse de Moulay Ismail. Ils ont sélectionné... Fatima El-Fihriya aussi. Fatima El-Fihriya qui est un mythe, etc. Alors, moi, personnellement, je n'y crois pas. Parce que le moment n'était pas... Il peut influencer. Il a influencé Ben Tachfine. On a fait, entre guillemets, un citadin. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte à vivre, à travailler entre les quatre murs. Mais pas plus. Parce qu'ils ont vu des modèles, des villes. Ils ont entendu parler de Sijil Massa. Ils étaient en Tunisie qui existait depuis les Phéniciens jusqu'à Carthage, etc. Ce qui fait le modèle existe. Le modèle existe. Ils ont pris Sijil Massa, non? Oui, ils ont pris presque Sijil Massa. Alors, Marrakech va être créé. Il faudrait... Ben Tachfine, qui est un bon organisateur, il a placé des tribus, des fractions de tribus à l'intérieur de la ville, qui portent toujours le nom, Haïssa, la cité de ça, et les portes. Chaque population, il y a une porte qui va vers la région, c'est Bab Rama, c'est Bab Aylan, c'est Bab Fès, etc., etc. Mais la muraille et les portes, c'est son fils, c'est Ibn Yusuf. Donc la ville a été créée. Il faudrait créer une grande mosquée. C'est la première Koutoubia qui a disparu, que Abdel Moumen, ses fils ont détruit pour construire la mosquée que nous avons aujourd'hui. Dans le Makhzen, c'est-à-dire là où vient le Makhzen, c'est-à-dire Beit el-Mal, le stock. Beit el-Mal, c'est le ministère des Finances, si vous préférez. Là, le magasin, tout simplement. Oui, la banque centrale. Ou la banque. Ouais. Et de l'autre côté, les trois piliers. Donc il y a la mosquée, c'est à la fois la religion et l'idéologie. Beit el-Mal, c'est l'argent, donc c'est l'avoir. Et Qasr al-Hajar, c'est la maison personnelle de Ben Tachfine, c'est-à-dire le pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui à Marrakech, vous avez ces trois repères triangulaires à l'intérieur de la ville. Et ils étaient même répétés un peu partout. Les trois pouvoirs, pouvoir, avoir et savoir. Quand vous les maîtrisez, ça marche, ça marchera mieux. La finance soutiendra la politique, l'idéologie expliquera la politique, ou la politique expliquera l'idéologie, et même la finance, c'est-à-dire les impôts, le kharaj, zakat, etc. C'est-à-dire, il y a l'équilibre dont j'ai parlé, c'est-à-dire il faudrait toujours réussir à tenir les trois équilibres, et ça perdure, ça permet à l'histoire, à n'importe quel État-régime, de continuer et de réussir. Donc Marrakech va être créé par des gens étrangers à la région, mais qui ne sont pas tout à fait acceptés. Ils sont des musulmans, mais ils sont des snaja. Ils ont un parler particulier, ils ont des façons de penser, ils ont des façons de gérer. Dans un pays des Al-Muhad, plutôt des Msmouda. Les Msmouda étaient, jusqu'à aujourd'hui, c'est que le tremblement de terre est touché, des petits agrariens, des petites vallées, avec des maisons, parfois 2 étages, 3 étages, avec des ponts sur les rivières, c'est-à-dire une civilisation, une culture évoluée. Et Ahwash et tout ça, ce que fait tout le décorum que nous avons jusqu'à aujourd'hui, apparemment existait depuis le temps de Beydaq et de Bentemir. Ce qui fait, ces gens qui ont aidé à l'installation d'un pouvoir venu de loin, vont le combattre, vont être par la suite les armes et les armées qui vont le détruire au profit d'un pouvoir d'Imsmouda qu'on appellera par la suite Dawlat al-Mouahidine. Alors, Marrakech donc, Al-Mouravid, tout ce qu'on en a gardé, l'histoire a gardé pour nous, c'est peu de choses. C'est soi-disant la tombe ou le mausolée de Youssef Ben Tachfine et le Qubba al-Mourabitiya. Qui soi-disant, ce serait... C'est pas tout à fait sûr, bien sûr que c'est un doute, plutôt, c'est comme l'histoire de Moulay Idriss. Moulay Idriss, c'est au temps du Mérinite, quand c'est décidé que voilà la tombe de Moulay Idriss, et c'est devenu Moulay Idriss. Bien sûr. C'est par décret.
Alors, une remarque à caractère socio-culturel et surtout anthropologique. Marrakech a répondu aux éléments principaux d'un État, ou plutôt d'un empire musulman, parce qu'il s'est situé dans une région riche, donc il est soutenu matériellement. Les Almoravides ont apporté leur façon de faire, mais c'est les Almohades qui vont façonner Marrakech. Je dis que tout ce qui est almoravide, c'est la muraille, une mosquée, un mausolée et une qubba. Les Almohades qui étaient les Abdelmoumene et ses fils, qui n'étaient pas au départ des Msmouda, qui étaient des Znati. Abdelmoumene vient de l'ouest de l'Algérie d'aujourd'hui. Et qui ont adopté la culture des Msmouda. Et qui ont, grâce à Bentoumert, qui est le frère, l'idéologue et le tribun, il a réussi à expliquer que l'islam des Almoravides est faux. Parce que d'un côté, il est rigoriste, mais improductif. Bentoumert propose un islam rigoriste, mais productif. C'est-à-dire productif, il donne une large liberté de mouvement pour les choses matérielles, mais très rigoureux en tout ce qui concerne la religion, les rites. Alors que les Almoravides, ils ont de la liberté un peu partout, comme les grands marchands. Les marchands sont connus par... ils peuvent vendre à perte et comme ils vendent pour gagner. Donc c'est un jeu du moment. Alors donc, les Almohades, qui vont régner à peu près du siècle et demi sur Marrakech, ils vont la façonner. Alors, entre la chute du pouvoir almoravide, qui se fait suite à une bataille entre les armées de Abdelmoumene et celle du petit-fils de Ibn Tachfin, est-ce qu'il y a eu vraiment l'idée de détruire Marrakech par les Almohades en raison du fait qu'elle était une ville impie? Voilà. Est-ce que ça existait? Parce qu'en fait, ou là, Si parce juste- que peut-être jamais même Guet. Enfin, Oui, c'est la Koutubia. Ouais. La première Koutubia, c'est connu dans l'histoire. Tous les régimes qui succèdent, même Lénine, même Staline, même Hitler, même Mao Tse-tung du XXe siècle, ont essayé d'abord de faire éclipser tout l'héritage de l'ancien pour dire qu'ils ont créé quelque chose de nouveau. C'est une théorie vieille de l'histoire. Alexandre l'a pratiqué, Haroun Rachid, le Mahdi. C'est un phénomène lié à l'histoire. Bon, pour ainsi dire, Marrakech donc, est une ville qui est créée par décret, par décision. Donc c'est une ville créée par le Makhzen, pour le Makhzen. Alors, dans le livre d'or, j'ai parlé de la fille du Makhzen et la mère du Makhzen. Il était la fille du Makhzen. Il deviendra la mère, la maman, qui va allaiter le Makhzen au moins pendant 4 siècles, 6 siècles avec les Saadiens, ce qui fait il est la maman du Makhzen. Pour ainsi dire, la ville de Marrakech, donc, au temps des Almohades, va être à la fois la capitale de l'Occident musulman, donc de l'Andalousie jusqu'au Sénégal d'aujourd'hui, jusqu'à Tripoli, jusqu'au fin fond de Darfour et du désert, jusqu'aux frontières du Tchad aujourd'hui. Il va dominer, donc il va être rayonnante, forte, stable. Son intérêt, c'est qu'il est loin des autres frontières. Il est très difficile de la conquérir. C'est pour cela que, dans l'histoire, on trouve que Mustafa Kemal a changé de capitale pour aller d'Istanbul à Ankara, parce que là, il y a une vraie et une forte population turque. Alors que Istanbul, c'est une population cosmopolite. Si jamais il est touché, ils ne viendront pas à sa rescousse. Et le Brésil a changé de capitale pour chercher une ville au milieu de ce grand espace. Pas mal de grands chefs d'État ont changé, ont créé leur ville, leur capitale. Donc, il est créé par décret. Tout ce qui est créé par décret, donc, il n'est pas issu du déterminisme géographique. Il n'est pas soutenu par quelque chose de constant. C'est-à-dire la forêt, l'eau, un grand espace autonome qui peut la faire nourrir. Donc, il est créé par décret. Donc, c'est une ville à caractère militaire, makhzenien, politique. Et les autres services viendront par la suite, c'est-à-dire le commerce, l'économie. Ils ne font que suivre cette décision parce qu'il est à la fois, pour les historiens, quelque chose de très dur à expliquer, à analyser, parce qu'ils ont perduré, donc Marrakech existe toujours, comme Tombouctou d'ailleurs. Et d'un autre côté, ces villes ont réussi à transformer tout un espace. Ils étaient futiles et même minimes, et c'est elles qui vont dominer à un moment donné et transformer l'espace. Donc, les Almohades vont transformer Marrakech. C'est eux qui vont planter tout ce qui est Almohade, c'est-à-dire principalement la Koutubia. Tamarrakech, c'est-à-dire la ville administrative, en dehors de la muraille de Ali ibn Yusuf. Les jardins et l'eau. Les Almoravides ont
permis l'irrigation d'amener l'eau via les khtara, mais les Almohades l'ont amené aussi en grande quantité jusqu'à créer les bassins, jusqu'à créer ce qui existe encore de nos jours. Ce qui fait c'est une ville qui va vivre vraiment son âge d'or. Les Almohades, c'est l'âge d'or de Marrakech. C'est l'âge d'or de Marrakech jusqu'à être un centre, pas seulement politique, mais culturel, jusqu'à y voir Ibn Rushd, Ibn Zohr, Ibn Tufayl, bien sûr qui étaient tous des Andalous, venir à Marrakech, c'est le sultan Yaqub al-Mansour et ses fils et ses petits-fils par le suite. Ce qui fait, il a réussi quand même à ne plus être dépendant de Cordoue ou de Séville, mais c'est Cordoue et Séville qui dépendent de la politique dictée à partir de Marrakech. Donc c'est devenu vraiment la capitale dans le vrai sens, avec tout le poids de l'histoire et de la géographie. Donc, la Ménara, Al-Mohad. Oui, le bassin. Le bassin. Oui. Lèche. C'est quoi? C'est d'abord principalement pour l'irrigation. Les chroniqueurs, on parlait on essaie de mener les petites barques pour se préparer à la guerre. Peut-être pas. Parce que, si vous voyez, il n'y a pas d'autre structure à côté. Il y a un grand bassin et le pavillon était du 19e siècle. Le pavillon était juste du 19e siècle et n'a rien à voir, c'est le bassin d'eau, tout simplement. D'accord. Il n'y a pas de structure pour nous parler de barques, donc il faudrait des ateliers, les restes des ateliers, les archéologues n'ont rien trouvé, il n'y a que des oliviers autour. Et le pavillon de Mohamed Ben Abdelrahman, oui, c'est le Mohamed Ben Abdelrahman, le sultan Mohamed Ben Abdelrahman, Mohamed IV, comme on l'écrit parfois, qui ont créé cet espace. Alors, donc, Marrakech va traverser son âge d'or principal, il est ce qu'il est aujourd'hui, il était riche, il diffusait toute une science et il a toute une population derrière qui la soutiennent, comme aujourd'hui d'ailleurs. Tout le Haut-Atlas, c'est leur capitale. La capitale du Haut-Atlas, ce n'est plus Taroudant, Tamzmez et Dimnet, mais Marrakech, donc il devient l'axe. Je me souviens quand j'étais élève au primaire, on nous a enseigné que Marrakech, Asimat al-Janoub. Nous, on ne savait pas qu'il y a une autre Asima, c'est la capitale. Il parlait de Fès d'une façon indirecte. Je crois que c'est un texte d'un Fessi qui est Asima de Janoub, etc. Mais on a répondu un point, c'est tout. Mais on a compris que le Maroc avait une deuxième heure. Alors, le charme de Marrakech, c'est une ville créée de nulle part. Il n'y avait pas de noyau. Et donc, c'était une production locale, ethnique et anthropologique. Au départ, il n'y avait pas d'influence andalouse. Il n'y avait pas d'influence fascie. Les Almoravides ne connaissent pas encore tout ça. Ils ont créé leur espace. C'est pour cela qu'au départ, c'était un campement qui va évoluer. Donc, les Almohades vont soutenir et développer Marrakech, mais ils vont perdre le pouvoir au profit des Mérinides. Alors, les Mérinides, ce sont des Natis, venus de l'oriental et de la moitié de l'Algérie. Imiri, Antechlahit, ça veut dire Karkor. C'est une bâtisse en pierre. C'est un gourbi, un refuge de pasteurs, une sorte de cabane. Imiri, Izri, tout ça, c'est le langage de la vie pastorale. Ils ont combattu en s'alliant aux premières populations arabes contre les Almohades et les ont vaincus. Quand les Almohades étaient vaincus, Marrakech va souffrir. Le général Zinati, Mahmoud el-Miliani Zinati, va essayer de tout détruire à Marrakech, de la transformer. Il est allé même jusqu'à vouloir brûler, détruire Tilmel, et canaliser l'eau pour amener en même temps le cimetière des princes et des princesses, y compris de Bint Omar. Mais je crois que c'est pour cela qu'on parle de Telet Yaqub. Yaqub, c'est Yaqub al-Mansour. C'est-à-dire, on a cru qu'on a trouvé le cadavre de Yaqub al-Mansour plus loin. Donc, Telet Yaqub, ça vient de là. Donc, il va passer à peu près 2 siècles et demi, je dirais pas obscurs. Parce que la capitale mérinide, c'est Fès, on ne l'a pas dit. Les Mérides n'ont rien bâti. Fès existe déjà. Donc, mais il s'installe à Fès. Il s'installe à Fès. Ibn Khaldoun, qui était leur ministre, leur scribe et leur principal négociateur de beaucoup de choses, il écrit à propos de Fès et les Mérides, وَلَمَّا دَخَلُوا فَاسًا انبهروا ببنائها وبجمال نسائها. Ça, c'est Ibn Khaldoun. Oui. Ce qui fait... La ville existe. Avant, bien sûr, Fès existe avant. Il dit que ولم يجددوا في المذهب ولكن السلطة بالعصبية. Ce qui fait les Almoravides, les Almohades, ils ont cet aspect religieux. Le dogme. Le dogme, c'est un projet politique. Les Mérides n'ont pas de projet politique. Ce sont des soldats, ce sont des pasteurs, c'est l'Asabiyya, point c'est tout. Ibn Khaldoun
qui les a côtoyés, les place en troisième position par rapport aux Almoravides, etc., par son amour, son ego personnel. Sachant que خدم معهم. Oui, bien sûr, il connaît de l'intérieur, il connaît les secrets de... Alors, Marrakech, il va souffrir, il va commencer ça, les siècles obscurs, 2 siècles et demi, jusqu'à l'arrivée des Saadiens. Saadiens, c'est une dynastie née quelque part dans la vallée du Dra, à Tegmeddert, mais c'est sur commande des demandes des Soucis, la population du Souss, qui sont allés chercher un sauveur qui va les aider à combattre les Portugais sur les côtes, etc. Alors, le grand bonhomme à qui ils ont demandé, il était très âgé. ودلهم على تلميذه وقال اذهبوا إلى ضرعة بتجمدات وبها etc. Son disciple. Et c'est ce monsieur qui sera l'ancêtre des Saadiens. Donc, ils vont commencer par conquérir les côtes, Souss et Marrakech. Ils vont la prendre comme capitale. C'est classique. Les Znata, les Mérinides, si proches de l'oriental et du nord à Asabia. Les Saadiens, à Marrakech, ils sont proches de la vallée du Dra et du Souss, c'est-à-dire leur Asabia, leur base de population anthropologique et militaire. C'est comme ça qu'on fait la politique. Il n'y a pas de tâtonnement. Tu te caches, tu te protèges au milieu de tes siens. Donc les Saadiens, quoi qu'ils ont réclamé par la suite une certaine généalogie chérifienne, etc., ce qui n'est pas tout à fait vérifiable, parce que nous sommes déjà au XVIe siècle, c'est pas la généalogie, c'est le XVIe siècle, ça veut dire le Xe siècle du Hégire. Il faut chercher la documentation. C'est un hadith qui a fait fortune au Maroc. Alors, les Saadiens, tout le monde peut le relire et le chercher, etc. C'est à peu près pas mal de gens donnent le mandat, parce que, entre parenthèses, le terme shérif en arabe, au singulier, il donne au pluriel 2 termes. Il donne ashraf ou shorafa. Quand vous lisez shorafa, donc c'est al-bayt. Mais quand vous dites l'ashraf, c'est juste l'a'yan, l'élite. C'est les notables. Et c'est la traduction de Agouzul, Jazoula. Agouzul, dans Tashlahid, il y a Ayan, il y a Iliyat al-Qawm, في الجنوب في سوس برينسيبالمون ثم له التطلس. هذا هو الجازولي. أغوزول من الأعيان، دونك ما عندوش نسب ولكن عنده السيادة ونال ظهيرا ديال التوقير والاحترام. هو فاش كتبوا ليه مولاي، ماشي بحال مولاي مسعود مول الزيت ولا شي واحد اخر par la suite. Ils n'ont rien à voir avec. C'est un notable. C'est un notable. Ils viennent de l'Ashraf et non pas de Shorafa. Ou 90%, à mon avis, aux alentours de ça, c'est comme ça que c'est fait. Oui, d'accord. C'est comme ça que c'est fait. Qu'on le veuille ou non, c'est la vérité, il est là. Donc, à revérifier pas mal de choses. Donc les Saadiens s'installent à Marrakech. Donc, ils vont la développer. Les Saadiens, on a perdu l'Andalousie. Donc, toute l'économie du nouvel État, c'est à l'intérieur du Maroc. Les Turcs sont à l'est. Donc, il faut s'étaler vers le sud. C'est la conquête du Soudan. Ce qui fait, les Saadiens vont s'installer, ils vont produire beaucoup de choses qu'ils vont exporter, principalement le sucre, et la conquête de l'or du Soudan, du l'or, le Timbuktu, c'est-à-dire jusqu'à Tombouctou, et les esclaves. Donc, ce sont 3 marchandises qui vont faire fortune sur les Saadiens pour Marrakech. Souk al-Ghzal, c'était le souk des esclaves, le Nikhasa. Et pas mal dans la région du Souira, on trouve les garnisons où on cachait les esclaves jusqu'à créer une crise, jusqu'à ce que le prix monte. C'est Zawit Nisoqin. Il s'appelle Zawit Nisoqin, c'est-à-dire le coin des esclaves, en dehors du Souira. Bien sûr, c'est pour les vendre à Marrakech, à Taroudant, etc. Ça, c'est connu, c'est pas la peine de... Non. Donc, les Saadiens vont dominer Marrakech, ils vont la développer, ils vont trouver une économie en dehors de ce qui est illégal en islam, de zakat, etc. C'est le commerce international. Ils vendaient le sucre, ils achetaient le marbre, ils achetaient tout ce qui existait en Europe, les armes, etc. C'est le 2e âge d'or de Marrakech. Et cet âge d'or nous a produit le Badiya.
Qasr al-Badi'a. Parler de Dans les ruines, de Ahmed. on fait l'éloge des ruines aujourd'hui, mais par sublimation, on dit aux gens, voilà comment était plus ou moins au temps de la grande richesse d'Ahmed al-Mansour. Où on voit d'ailleurs encore Oui. la zone des ambassadeurs, la zone Oui. Même, c'était le jardin du palais royal de Yaqub al-Mansour, qui est le palais royal d'aujourd'hui. C'est à Marrakech. Donc, les Saoudiens ont bâti les jardins, c'est Qasr al-Badi'a de ce côté, et le Qasr al-Malaki, le palais royal, devient juste une extension. Et après leur chute, Moulay Ismail a tout détruit, et quand son petit-fils Mohamed Ben Allah est devenu gouverneur de Marrakech, il n'y a pas de palais pour que le gouverneur de Marrakech, Khalifat Sultan Bimurrakech, لما دخل مراكش لم يجد به بيتا يأويه. Et c'est lui qui va recréer le palais royal d'aujourd'hui. C'est le palais de la création de... Enfin, il a été rénové et soutenu par... et refait par Mohamed Ben Abdallah. C'est le palais royal d'aujourd'hui. Alors qui existait ou pas. D'ailleurs, ça s'appelle Tamarrak, c'est le quartier administratif de Yaqub al-Mansour. Donc jusqu'à aujourd'hui, si vous rentrez à la ville de Teda, la mosquée c'est Yaqub al-Mansour, le lycée c'est Yaqub al-Mansour, tout est Yaqub al-Mansour, tout le monde s'ancre toujours là. Et il y a des quartiers de toutes les populations juste à côté, ce que fait le palais Tamarrakech, c'est dans le Makhzens, c'est le mouchoir, depuis Yaqub al-Mansour jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, la porte principale, elle se ferme au temps de Hassan II. Quand le roi est à Marrakech, on ne passe pas par l'axe, etc. Le Moulay Ismail ne va pas seulement détruire le palais de Ahmed Mansour, il va, je crois, murer le tombeau. Oui. Il a fait beaucoup de mal à Marrakech, et pas seulement à Marrakech. Je crois qu'il avait une idée de recréer un peu l'histoire à lui. C'est pour cela qu'il n'a pas siégé à Marrakech. Il a détruit Marrakech, mais il n'a pas gouverné. Il a essayé de créer une nouvelle capitale, c'est Meknès. Mais il n'a pas ni duré ni perduré. Avec sa mort, on ne parle plus de Meknès. Son fils, Abdullah Ben Ismail, dont les oncles maternels sont le Djem, va être sultan à Fès. On ne parle plus de Meknès. Il a dépensé énormément d'argent, disons, pas pour rien du tout, mais c'est illusoire et aléatoire, point, c'est tout. Il a essayé de reconstruire sa légende. Oui, bien sûr. Mais elle ne lui a pas survécu. Il n'a pas survécu, exactement. À lui-même. Eh bien, d'après les dictons populaires, on dit que c'est à lui qui un Haddaoui, probablement de son temps, il dit قال لي اشدر لك في هذا الشيء قال لي واه اللي طاح غادي يدير واحد العرامة التراب وهي علاش كيقولوا الهديم فهمت الناس. Quelqu'un a présagé que tout ce qu'il a construit, il va retourner à la poussière. Bah, ça c'est un dicton presque universel. Tout le monde sait que nous-mêmes nous serions un jour de la poussière, mais c'était ça. Alors, Moulay Ismail qui a détruit, son petit-fils reviendra pour être sultan à partir de Marrakech, c'est Mohamed Ben Allah. C'est lui qui va essayer quand même de la redéfinir. La raison n'est pas, il est beaucoup plus politique et stratégique que sentimental. Tant de Mohamed Ben Allah, la piraterie navigue toujours. Il tue des gens, les Marocains et les non-Marocains. Deuxièmement, pas mal de petits ports du Nord sont conquis. Donc il y a toujours cette crainte des Ibériques, comme on dit. Alors il a pris Marrakech, il a créé son port. Il a tourné entre Asfi et Agadir d'aujourd'hui, Agadir Nérer, et il a pris Souira, il l'a créé comme port, etc. Alors Souira, détail intéressant comme tu m'as expliqué avant le début du podcast, Machib Sad. Non, Tessour. Piscine. Un de ses fils qui a écrit Tarikh Souira, c'était Siddiqi. Type Siddiqi que les Marocains connaissent. Son nom s'appelle Iqat Sarira. بتاريخ الساويرة du livre. Siddiqi كتب الساويرة. Le canonnier de Asfi, quand il parle de Tessourt, il écrit Tessourt. Parce qu'on a Tessourt. Quand on dit Tessourt en Tachlhid, c'est-à-dire le domaine public, ce qui est partagé entre les gens, ce qui appartient, c'est le domaine public. Nsar, Tsar, Msar, Ntsir, etc. C'est Tessourt. Quand les Français ont écrit Essaouira, ceux qui ont écrit le Sad au lieu de Sin,
Et on a Tsouera, c'est-à-dire Tsouera. C'était foutu. C'était foutu. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais comment C'est comme ça. puisqu'on est sur ce, Mogador, ça se situe où par rapport à ces C'est juste vers le sud. Vers le sud. Là, Là, parce que la ville s'appelait Mogador. oui. Quand Mogadir. C'est-à-dire Saouir. Agadir, ou Al-Hayt, Agadir, c'est le grenier, non? Non. Agadir, c'est le grenier dans le sud. Mais Agadir, c'est la muraille. Aussi dans le Haut Atlas occidental et oriental et central. Iguidar, etc. D'ailleurs, même dans le sud, on parle des murs et non pas du magasin. On parle des murs. C'est-à-dire la dimension et la largeur des murs. C'est-à-dire les murs sultaniens, les purs tribaux, etc. Alors, Sidi Mgdoul, le saint patron de Haha, était vers le sud. Le saint patron, avant l'Irgraga, les gens croyaient au mythe. L'Irgraga ont transformé Irgraga. Ils ont transformé l'islam de la région avant les Almohades. Les Almohades les ont combattus. Mais la culture populaire a gardé jusqu'à aujourd'hui Sidi Mgdoul. Gdoul, min Agdal, ça vient de Agdal, c'est-à-dire créer une enceinte, ensiler, mettre sous protection. C'est ça Gdoul. Gdoul, Agdal, Tasgdal, fermer, clôturer, ou protéger, ou interdire. Ça tous ces sens, c'est là que vient le terme Agdal. Sidi Mgdoul, c'est un mythe. Nous n'avons ni tombe, ni rien du tout, dans la région de Haha. Mais les gens croient la force maritime et la force terrestre. Ce que fait là où il y a, au sud, plus ou moins, on le situe ici, là-bas. Vers le nord, il n'y avait pas de ville. Les gens viennent des montagnes pour camper à côté de la mer et repartent. D'accord. N'oublions que dans les temps anciens, nous n'avons pas cette forte population. Les gens, il faudrait, l'espérance de vie, c'est 50, 55 au grand maximum. Ce qui fait quand on parle dans l'histoire du Moyen-Âge et de l'histoire ancienne, il faut prendre en considération à la fois l'espérance de vie et la démographie. Parfois, vous n'avez pas la démographie que les chroniqueurs décrivent. Quand vous faites votre bilan, vous trouvez que toute cette population ne dépasse pas 1,5 million. Alors, pour appliquer le credo de la division du travail, il te faut des soldats, plus il te faut des fellahs, il te faut des... Tu trouves que cette population, plus moins les vieux, moins les dames, moins les enfants, etc., là, vous jouez sur une population de 10 000 pour en faire toute la main-d'œuvre nécessaire à un royaume pour la travailler. Ce qui fait les nouvelles techniques historiques maintenant, c'est l'archéologie, la statistique, la démographie, l'anthropologie et l'idéologie. Le texte du Baydaq, etc., on s'en sert juste comme un guide. Il nous montre comment ça se passe. D'accord. Alors, revenons à notre ville à Marrakech. Oui. Donc, les Saadiens, du Saadien jusqu'à Mohamed Ben Abdallah, il va être de nouveau la capitale, mais c'est juste la capitale du Maroc. Et le terme Maroc, c'est les Portugais qui vont le commencer. D'ailleurs, dans la copie du livre d'or que je vous ai déposé, vous allez lire une maquette portugaise où il est écrit « Le grand palais du sultan de Marrakech, de Maroc ». C'est le palais El Badia. Le grand palais du sultan de Marrakech, en portugais. Donc, et les Européens ont pris le terme Maroc, Marrakech, c'est-à-dire comme on parlait de la Tunisie, pays et capitale, l'Algérie, pays et capitale, et parfois même au Moyen-Orient. On ne distingue pas parfois entre la capitale et l'espace étatique, donc c'est un seul terme, c'est les garnisons. Alors, c'est de là que vient le terme qui va être traduit par la suite en français Maroc, alors que les orientaux des années 20 et des années, la fin du 19e siècle, ils écrivent Dawlat Marrakech. Ils n'écrivent pas Dawlat al-Maghrib, parce qu'il y a Dawlat, il est lié à la capitale. Je crois que Youssef Ben Sachfine, à un moment, avait mis du Dawlat Samhaja. Oui. Après Dawlat Mtuniyen, etc. Moi, j'ai deux remarques juste. Allez-y, mon ami. Alors, la première, ça prouve que chacun voit le monde de chez lui, puisque les Turcs, le Maroc, pour eux, c'est Fès. Exactement. Voilà. À ce jour. Hein. Oui. Donc, c'est amusant de voir que, étant installés là où ils sont installés, ils voient le Maroc comme Fès, et les Portugais voient le Maroc comme Marrakech. Exactement. La deuxième chose que je veux dire, donc en fait, c'est un hasard si le Maghreb, l'Arabia, le Maghreb, donc l'Occident, voilà. Musulman. L'Occident ressemble à Maroc. C'est par hasard.
Oh, bien sûr. Il ne le traduit pas d'ailleurs. Non, il le traduit pas. Ça n'a rien à voir. Le Maghreb, le Maroc. Ça n'a rien à voir. C'est un pays qui Maroc a dérive de Marrakech. Deux noms dans deux langues qui n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. D'accord. Ils ne signifient pas la même chose. C'est Le incroyable Maghreb, parce c'est que l'Occident. à un moment, on s'est dit peut-être, Smith al-Maghreb, Mefhamo, je au Maroc, je sais pas. Mais ça n'a rien à voir. Oui, Le Maroc oui, non. vient de Marrakech et le Maghreb, c'est Simplement. une réalité géographique. Le Machar, Bien le sûr. Maghreb, d'accord. Non, même le terme Maroc, à Maghreb, c'est par rapport à l'Orient. Quand il y avait d'abord Dawlat l'Islam, Dawlat al-Khilafa, c'est l'État Khalifa, ouais. et à un moment donné, c'est tombé donc, il y a l'Orient et l'Occident, et on a parlé de l'Gharb l'islami, c'est-à-dire le Maghreb et l'Andalousie. Ouais. À un moment donné, on a perdu l'Andalousie, et quand les Turcs ont débarqué à l'est, c'est la Tripolitaine, la Libye d'aujourd'hui, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, donc le Maroc a gardé le terme Maroc dans les écrits. Et les historiens marocains du 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle, ils ont consacré le Maghreb. Si vous lisez Abou al-Qasim al-Zayani ou le Mknassi al-Alawi, ils ont consacré le Maghreb. Parce que la plupart des gens ont cru que, même les Algériens ont cru que c'est une création de El-Fassi. Non, le Maghreb. Le terme le Maghreb. Non. Il existe avant El-Fassi. Non, on le voit, il est très présent dans les documents. Non, parce que même avec notre niveau, on l'a vu. Disons, entre guillemets, parce que les Algériens détestent beaucoup El-Fassi, donc ils lui ont mis sur le dos. C'est lui qui a un peu créé le Maroc. Il n'existait pas, c'est El-Fassi. Il s'appelle Dawlat Marrakech, comme il s'appelle l'Algérie. Non, bien sûr. Non, c'est peut-être une évidence pour vous, mais je réalise que les deux noms, dans deux langues, je le répète parce que n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Rien à voir. Et je ne connais pas beaucoup de pays qui ont deux noms dans deux langues qui n'ont rien à voir. Ça existe. Parce que Faransa, c'est la France. Oui, Espagne, c'est l'Espagne. Parce qu'ils ont écrit leur histoire, ouais. Ils n'ont pas été conquis, sauf par Hitler. Donc ils ont gardé le nom de leur ancêtre qui s'appelle les Francs. Les Anglais, pareil. Donc, Mohamed Ben Abdallah, Mohamed III, comme certains l'appellent, ce qui applique un peu la terminologie française, c'est Louis XV, Louis XVI, Louis XVII, Louis XVIII, etc. Nous, on dit le sultan Mohamed Ben Abdallah, le sultan Mohamed Ben Abdelrahman. Les Français, on dit Mohamed I, Mohamed II, Mohamed III, c'est une façon d'écrire. Ouais. Donc, pour moi, c'est toujours Mohamed Ben Abdallah. Hassan II, quand il nomme les universités, il l'appelle Mohamed Ben Abdallah. Il n'a pas nommé Mohamed III. Mais même Hassan, c'est Moulay Hassan, c'est pas Hassan al-Awwal. Exactement. La place Moulay Hassan al-Aswala s'appelle pas Hassan al-Awwal. Moi, je dis toujours Moulay al-Hassan ou le... Moulay al-Hassan, je l'appelle Hassan Ier, etc. C'est une façon de... C'est bizarre, parce qu'à Casablanca, il y a une rue Hassan al-Awwal. Je sais. Alors qu'à Sola, même l'université de Stade, il s'appelle Hassan Ier. D'accord. Bien, revenons. Oui. Mais c'est important. Donc, nous sommes maintenant au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est beaucoup de changements dans le monde et l'intérieur du Maroc. Le Maroc a été cerné du nord, comme je viens de dire. Toutes les grandes garnisons sont sous domination ou ont vu d'être dominées. Donc Mohamed Ben Abdallah a pris Marrakech de nouveau comme capitale et il a essayé de la développer en modulant beaucoup de choses. Mohamed Ben Abdallah, c'est le premier qui va inviter les Soucis à venir s'installer à Marrakech comme commerçant. Alors que les Saadiens, Abdallah al-Ghalib, c'est lui qui va créer le Mellah, c'est-à-dire le quartier juif de Marrakech. Les Almohades et les Almohavides n'ont pas de Mellah, il n'y a pas de juifs à Marrakech. Ils vont des achètes, ils quittent, soit vers Dmenad, vers Ramzmez, ou vers Ramat. Donc il n'y avait pas, c'est une création, c'est une évolution politique. Les Saadiens, qui sont venus plus ou moins du Dra et du Souss, c'est plein de juifs, donc ils connaissent à quoi ça sert les juifs. Et c'est à ce moment que sont créées cette terminologie aujourd'hui qui fait fortune à beaucoup de gens, jusqu'aux petits juifs franco-marocains, franco-maroco-américains, les juifs du sultan. Donc c'est une communauté qui est chargée de faire le commerce au nom du sultan. Il y a beaucoup d'écrits sur la question. Et dans les petits villages. Le commerce au nom du sultan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ils vendent c'est des employés ou ils travaillent pour eux? Ils travaillent principalement avec l'argent public. Ils achètent, ils vendent. Les Juifs de Marrakech étaient, fin 19e siècle, c'était pas les Kadouches d'aujourd'hui, mais c'est des gens qui sont d'origine Soussi, qui sont installés depuis à Marrakech et qui sont devenus des commerçants du sultan. هما اللي كنسميو تجار السلطان. تجار السلطان. C'est-à-dire qu'ils sont protégés.
indirectement, on vous dit qu'ils font fructifier un certain capital sultanien au public, si vous préférez. La simple raison, comme on l'explique, Daniel Schrittert, qui est un juif américain dont la maman est d'origine souérie, il nous explique pourquoi le choix. Parce que d'abord, c'est une communauté sérieuse qui ne pratique pas l'agriculture, donc obligatoirement, ils sont soit artisans, soit banquiers. C'est-à-dire des gens qui fructifient l'argent. L'histoire pour le Maghreb, c'est au temps de Yaqub al-Mansour, quand les fuqaha andalous ont voulu qu'il aille beaucoup plus dans le sens de la rigueur, alors que lui, il commence à libéraliser un peu la politique. Yaqub al-Mansour, c'est lui qui a libéralisé la politique, la philosophie, la pensée, l'art, etc., etc. Mais pas les concurrents, mais les fuqaha, ils étaient toujours avec une certaine mentalité de Bentumur. La question était, est-ce que le non-musulman peut posséder en terre d'islam? On parle de la terre. Le sultan, sans avoir pensé auparavant, a dit non. Parce que pour lui, terre d'islam, il est sacré. Donc il ne peut pas être phagocyté ni partagé. Et la question, et quelle est la question relative aux juifs, puisqu'ils sont là? Alors, c'est de là que vient toute la politique de ce qu'on appelait la politique des Almohades vis-à-vis des Juifs. Ils ont une tenue un peu spécifique, ils ont etc. Mais ils ne doivent pas posséder de terre, donc ils doivent travailler principalement l'artisanat et le commerce. Je dis sultan, mais en même temps, si les artisans, c'est pas un secret familial, mon arrière-grand-père a fait venir toute une population de Juifs et de Noirs pour créer un quartier industriel chez lui à Tundut et qu'il soit autonome par rapport à Marrakech et par rapport à Tafilalt. Donc il y a les Juifs qui sont venus de la région de Tata et les Noirs de la région de pas très loin, entre Taznach, etc., qui existent jusqu'à aujourd'hui chez nous et qui s'appellent Imzil. Les Juifs ont disparu. Enfin, ceux qui sont en Israël viennent de temps en temps nous voir quand même. Ce qui fait, c'était une question épineuse à caractère religieux qui a fait des Juifs ce qu'ils sont au Maghreb. En Turquie, ils vendaient, ils achetaient, ils faisaient tout. C'est l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que l'Empire ottoman, c'est une multitude de populations. Il y a les Grecs, il y a les Arméniens, donc ils ne peuvent pas légiférer au-delà d'eux. Et c'est pour cela que la plupart des Juifs de la Méditerranée, les Levantins, les Livorno, sont allés vers l'Empire ottoman. Parce qu'il est plus libéral par rapport à... Alors qu'ici, c'est plus ou moins peu d'Andalous, quoi qu'on veut que la plupart des Juifs soient d'origine andalouse, mais c'est les anciens Imazirna, à mon avis, qui étaient convertis. Donc, si vous prenez toute la population juive du Maroc, il n'existait pas en Palestine au temps de Salomon et de David. Ce qui fait le fait de dire que toute une population est venue, c'est juste une parole à caractère idéologique. Okay. Une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Donc Mohamed Ben Abdallah, pour en finir avec, a revu un peu Marrakech. Il l'a, entre guillemets, nettoyé. Il a créé le palais. Il a garanti le commerce. Il a créé les conditions d'un commerce international. Et c'est dans le sens de ce commerce international que vient ce traité de commerce international avec les États-Unis. Le texte de 1787, il n'a rien de politique ni de diplomatique. C'est pour garantir les échanges, tout simplement. Nous le vendons, nous le lisons aujourd'hui que c'est la première reconnaissance, etc., etc. Mais c'est un contrat de commerce d'État à État, parce que les Anglais ont refusé le commerce des Américains vers l'Atlantique Nord, donc ils ne peuvent le faire qu'au milieu, donc c'est vers le Maroc et vers les côtes africaines. Alors Mohamed Ben Abdallah, qui est un sage, un pieux, un fin politique, a réussi à faire beaucoup de choses. Il a corrigé plus ou moins les erreurs de son grand-père Moulay Ismaël. Il a réintégré un peu cet esprit à la fois citadin à Marrakech, parce qu'il a perdu quand même au temps du disette, parce que je résume généralement l'histoire de Marrakech comme l'accordéon. Parfois, on le tire au maximum, donc il se développe, parfois il devient une peau de chagrin. C'était 1000 ans d'histoire, c'était l'accordéon. Il va, il vient, comme pas mal de régions du monde et de villes du monde. Donc Mohamed Ben Abdallah, qui va mourir vers la fin du 19e et 18e siècle, son fils, Moulay Slimane, qui est impieux, qui est un peu avant l'heure un wahhabite, quoi qu'il a répandu le wahhabisme, et
qu'il a peur de la Révolution française, Peur de Napoléon. il a peur de Napoléon par la suite, et il a fermé le Maroc. Il l'a fermé. Quand le Maroc est fermé, donc, il n'y a que quelques relations. On a peur il y avait le choléra de Marseille, d'ailleurs, à ce temps, qui a tué presque 30% de la population du côte française. Moulay Slimane a fermé les frontières et le Maroc s'est recroquevillé sur lui-même. Il n'exporte pas. Et les Turcs d'Alger refusent un peu tous les mouvements vers l'Orient. Ce qui fait qu'on était vraiment cloîtré dans un espace où manque beaucoup de choses. Il n'y a que le commerce qui peut résoudre ces problèmes. Et Moulay Slimane, qui est le seul sultan alaouite, même marocain, qui va quitter le pouvoir avant sa mort, parce que là on a marre, et ses idées, sa croyance sentimentale ne va pas avec la politique. Il a fait appel à son neveu, Abdelrahman Ben Hicham. Abdelrahman Ben Hicham, il a vécu à Fès, il a gouverné à Fès, il est devenu un Fès. Donc Marrakech est de nouveau délaissé. Alors, Mohamed Ben Abdelrahman, le fils de Sir Abdelrahman, va être gouverneur de Marrakech, puis le sultan à partir de Marrakech. C'était déjà deuxième moitié du 19e siècle. Le Maroc, l'Algérie est occupée. Ce qu'on appelle Mohamed IV. Mohamed Rabi. Oui. L'Algérie est occupée par les Français. Les côtes marocaines, Isli, oui. D'abord la prise d'Alger, puis Isli, la bataille, la guerre de Tétouan, comme on l'appelle, ce qui fait tout ça a affaibli le Makhzen. L'État marocain, l'État makhzenien, était vraiment exsangue. Alors, pour résoudre le problème de la dette, pour que les armées mécréantes des chrétiens quittent Tétouan, il a fallu payer la dette de la guerre. Il en a emprunté. Il y a plus, les Anglais, John Drummond Hay nous a garanti, mais ça ne suffit pas. Et c'est à ce moment où le sultan était obligé de vendre Zakawat al-Ashra, c'est-à-dire les impôts tribaux. Les Glaouis, qui étaient plus ou moins riches, ont acheté tout le Haut Atlas de Marrakech vers le sud. Les Goundafi, etc., ils ont avancé l'argent du sultan pour libérer Tétouan, mais ils ont la main sur une économie rurale qui va durer jusqu'à la colonisation française. Et Marrakech va souffrir pleinement. Deuxième élément de ce phénomène, Moulay el-Hassan n'a rien fait à Marrakech de notoire. Moulay el-Hassan, c'est un itinérant. C'est le Harka. C'est le sultan des Harka. Sur son cheval. Oui. La raison, il y a beaucoup de raisons. Mais le sultan, s'il ne se présente pas en personne, les gens ne payent pas. Ce qui fait, il y a la chaîne de corruption entre guillemets, le citoyen, au Beit Limal, c'est-à-dire le trésor public, il y a toute une chaîne, donc le sultan, il va lui-même pour glaner, il est devenu le précepteur principal. C'était ça le harkat. On dit que c'est mais c'est que le sultan n'a plus d'argent. Il doit acheter les nouvelles armes. Il doit financer le nouvel État. Donc Moulay el-Hassan, il n'a pas réussi à faire... il a réussi quand même à garder l'indépendance du Maroc jusqu'à ses fils qui l'ont perdu. Alors, on est arrivé à parler quand même de Marrakech fin 19e siècle. Fin 19e siècle, Marrakech était une ville, disons, connue dans le monde. Déjà, pas mal d'Européens qui arrivent, qui s'installent, soit des espions, soit des gens qui cherchent quand même l'évasion. Mais il n'a pas évolué. Avec le protectorat, déjà, c'est à Marrakech qu'on a proclamé Moulay Abdelhafid comme sultan du djihad, donc avec un texte de Béa qui est conditionné. Conditionné et au conditionnel, bien, comme quoi il va refuser carrément. C'était ça, là, d'ailleurs, c'était ça la raison de sa démission. Parce que dans le contrat entre lui et l'Aïen, dans mon grand-père, il doit continuer le djihad. Donc, puisqu'il a signé, donc, l'acte qu'il a signé auparavant, qu'il a accepté auparavant, il n'est plus de mise. Donc, il a démissionné. On nous dit qu'il a déclaré qu'il ne serait pas le sultan des Français ou des Européens ou des Koufars ou quelque chose comme ça, mais c'est pas véridique. Peu importe. Donc, Marrakech, quand les Français ont débarqué, les Français s'intéressent beaucoup plus aux côtes, aux plaines. Et le mouvement de l'Hiba qui est venu du sud, c'est un autre mouvement de résistance et du djihad. Il a gagné Sousse et presque 50% jusqu'à 60% de son armée vient du Sousse. Des Zayd Ba'amran, des Shtouk, etc. De vrais soucis. Ils ont combattu
ils ont pris Marrakech. On les a acceptés à Marrakech. Il est allé combattre vers Casablanca, mais seulement Mangin, le futur général Mangin, colonel Mangin, l'a battu à Sidi Bou Atman, pas très loin. D'ailleurs, il y a toujours un cimetière. Et Marrakech n'a pas résisté. Pourquoi? Les seigneurs de l'Atlas qui habitaient Marrakech ont fait un pacte moral, ou même politique, avec les Français, comme quoi ils vont garder leur poste. Les Glaoui, les Mtougui, les Gundafi, les Qorchi, etc., ce qu'on appelle les seigneurs de l'Atlas, étaient déjà à Marrakech comme gouverneurs de leur région, y compris Eyadi, mais qui n'est pas très ancien dans le système politique marocain, qui est venu juste. C'est un hasard de l'histoire. Alors, la France, sous la colonisation, va se développer d'abord à l'intérieur, avec des petits changements qui sont à l'intérieur de Jemaa el-Fnaa. Marrakech va connaître un développement sous Lyautey. Lyautey, il a décidé que Rabat serait la capitale du Maroc. Il a écrit dans une lettre privée à sa sœur, qui est toujours en France. Sa sœur lui a posé la question, on m'a dit que vous avez quitté Fès pour une ville dont je n'ai pas retenu le nom. Il a répondu que c'est Rabat. Il a commenté, j'ai quitté Fès pour échapper à l'hypocrisie des bourgeois. Et Marrakech pour échapper à la lourdeur des seigneurs de l'Atlas. C'est pour cela que Lyautey n'a pris ni Marrakech, ni Fès comme capitale. Il a préféré Rabat, qui était juste une petite bourgade. Qui en plus avait l'avantage d'avoir une liaison maritime, puisque c'était le... Oui, il y a toujours cette liaison maritime, mais ce n'est pas la capitale du Maroc. Ce n'est pas connu jusqu'à... disons même que c'est Salé qui est beaucoup plus connu. Salé, Tanger, Tétouan, Marrakech, Fès et Oujda. Agadir, c'est par la suite, et les autres villes ils vont apparaître par la suite. Donc c'est l'évolution, ils sont issus de certaines évolutions. Donc Marrakech va devenir, comme j'ai dit dans mon enfance, Asimat el-Janoub, la capitale du Sud. Donc il va être régi et gouverné par Tahmi el-Glaoui comme Pacha de 1909 à 1956. Donc il va y avoir un pouvoir vraiment, un bailika strict, où on applique à l'intérieur Shra et à l'extérieur les lois civiles. Le Glaoui qui est plus ou moins ouvert sur tout ce qui se passe dans le monde, c'est un moderniste avant l'heure, n'a pas vu les plaintes de la population. Il a demandé aux Français de quitter la ville Intramuros et de créer leur patelin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Guilis, c'est-à-dire la montagne de Guilis. Guilis, c'est le Hanotan, c'est juste la couleur de la roche qui a donné Église. Et le pays de Bentemert, il s'appelle Église. Donc c'est une petite montagne noire comme Agenteur, Église, etc. Ce n'est pas autre chose. C'est la ville européenne. C'est la ville européenne, c'est la ville moderne avec ses boulevards. Lyautey, il a ouvert Marrakech. Il a même fait pénétrer à un moment donné, par la suite, c'est pas lui, mais c'est lui qui a décidé, le train qui va jusqu'à Ars el-Mach d'aujourd'hui. Il a créé la Mamounia, c'est-à-dire l'hôtel, le palace national qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et pour protéger Marrakech, Lyautey a signé un décret qui est de mise, malheureusement qui n'a jamais été respecté, sauf dans certains cas. C'est la distance, comment conserver les villes anciennes, les villes historiques, et la distance entre les murs et les nouveaux bâtis. Il n'existe qu'à l'ouest de Marrakech, c'est ce qu'on appelle l'hivernage. Des autres côtés, il a été bafoué, et même certaines maisons d'aujourd'hui à Marrakech, leur quatrième mur, c'est la muraille. La muraille de Ali Benus, qui est le quatrième mur de certaines maisons de Marrakech. C'est la misère, c'est la désorganisation, c'est la surpopulation. Il n'y avait pas de service municipal, les gens font ce qu'ils peuvent, c'est tout. On se loge, on cherche du travail, on fait du commerce, etc. Ce qui fait, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la politique urbaine, il n'existe pas. Il n'existe pas, c'était une création moderne. Donc la colonisation, le protectorat, va faire de Marrakech un des hauts lieux du pouvoir, de la politique et principalement du tourisme. S'il y a le tourisme aujourd'hui à Marrakech, c'est des grandes vedettes du monde qui l'ont créé. Ce n'est pas, c'est Churchill. C'est avant Churchill, Jacques Majorelle, qui est en Lorrain, comme Lyautey, qui est atteint de tuberculose. Et
Son papa, c'est le grand ébéniste lorrain, dont les travaux se vendent très cher aujourd'hui. Il l'a envoyé en Égypte. Mais quand il a débarqué à Tanger, il lui a dit tu vas à Marrakech, c'est pas la peine que tu ailles jusqu'en Égypte. Donc Majorel est débarqué à Marrakech pour guérir. Et par la suite, il est devenu le peintre connu. Il a créé le jardin de Majorel. Donc Marrakech va évoluer lentement. Il était resté conservatrice, je m'en souviens très bien, où tout ce qui est traditionnel est bien conservé. Ce qui fait que quand les gens quittent la Médina, c'est vers le secteur moderne. Il y a l'administration, la poste, le bus, le bar, le café, etc. Mais quand ils rentrent, c'est une ville traditionnelle, renfermée, comme Fès, comme Knas, etc. C'est une population. L'évolution viendra par la suite quand c'est après l'indépendance. L'indépendance du Maroc a libéré d'autres forces. D'abord, c'est la migration. Les gens quittent les misères du sud, la vallée du Dra, de Tinrir, de Nmenat, des Ilal. Ils vont vers leur ancienne capitale, c'est-à-dire Marrakech. C'est la ville la plus proche. Et c'est à ce moment qu'on va être créés tous les nouveaux quartiers adjacents, extramuros. Et Marrakech, il y a peu d'usines. Il a essayé de vivre du commerce et du tourisme jusqu'à aujourd'hui. C'est une politique voulue par l'État. Enfin, il y a une grande université, il y a des grands hôpitaux, il y a tout ça. Mais c'est resté toujours principalement une ville qui attend le touriste. Quand le touriste va, tout va à Marrakech. L'aéroport, le bus, le taxi, le café, l'hôtel, etc. Quand il y a une crise internationale qui diminue un peu de cette entrée de touristes, Marrakech souffre. Marrakech, les gens vivent des moments de crise. On les rencontre même vendre leurs biens pour se nourrir. Le guide, le taxi driver, l'homme à l'échappe, etc. Ce que fait Marrakech, il est à la fois une ville connue internationalement, mais qui est mal protégée sur le plan social et économique pour la population autochtone. C'est les gens qui vivent au quotidien. Ils ont traversé, bien sûr, des siècles de crise, enfin, pas des siècles, des décennies de crise. Et pourtant, les gens sont calmes, gais, ils aiment leur ville. Et quoique, avec leur vote, ils font autre chose, mais ils essaient d'en donner une certaine image positive. Quand vous rencontrez un Marrakchi, il est gai, il ne critiquera jamais sa ville parce que c'est presque sentimental, il n'insultera pas. Ce qui fait qu'il y a cette culture à la fois citadine et conservatrice qui protège un peu les sentiments des gens. Ainsi, Marrakech, donc, qui est venu d'une décision makhzanienne, il doit être protégé par l'État, par le Makhzen. Il doit être géré, à mon sens, il doit être protégé. Je crois que tout ce qui se fait est positif, mais il est insuffisant. Il est insuffisant parce que chaque fois qu'il y a une crise de sécheresse, des crises économiques, ça y apparaît sur les grandes villes, pas les campagnes, les grandes villes. Et voilà, mes amis. Merci beaucoup pour 1000 ans d'histoire résumée par professeur Ougema. C'est l'histoire du Maroc. Hein. J'espère que vos éditeurs y trouveront leur goût. Ils viendront chercher Ibn Yusuf et la Koutoubia, mais ils ne viendront pas seulement chercher la Koutoubia Ibn Yusuf, mais pénétrer dans les quartiers où vivent les gens pour voir un petit, les petits souks, les petites habitations. Il est presque impossible de ma part, en tant qu'historien, de dire aux gens, venez voir, voilà une maison qui date du XVIIIe siècle. On ne peut pas vous le garantir. Mais on vous dit, la Koutoubia, quand même, c'est XIIe siècle. Donc, ça, on a le... on est sûr. Mais là où, d'ailleurs, pas seulement à Marrakech, dans le Maroc, tout ce que l'histoire a conservé, c'est les lieux saints, les cimetières, les mosquées et les demeures royales. On a des palais royaux qui ont traversé l'histoire, les mosquées, les cimetières et les murailles. Mais là où vivent les Marocains proprement, quand on veut faire l'archéologie du 14e, 15e siècle, on ne peut pas le faire. On est sûr de rien. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai satisfait un peu votre curiosité, celle de vous. J'incite les gens à visiter et à lire, ne pas seulement écouter, à lire, découvrir les choses. Pas seulement sur Marrakech, mais sur l'histoire, parce que l'histoire, ça appartient à tout le monde, c'est le domaine public. Quand un de mes oncles maternels, qui était juge, avec son ami avocat, ils ont conduit une voiture de Marrakech jusqu'à Genève. Quand ils ont voulu manger à Genève,
le monsieur du restaurant, on leur a dit, vous êtes venus d'où? Ils ont dit du Maroc, ou de Marrakech. Il leur a dit, est-ce que vous étiez à Zagora? Ils ont dit non. Il a dit, qu'est-ce que vous êtes venus faire à Genève? Vous n'avez pas vu Zagora, vous êtes venus à Genève. En revenant au Maroc, ils sont allés immédiatement et directement voir d'abord Zagora, avant de revoir autre chose. Et je conseille les Marocains de voir un peu Marrakech et Zagora. Avant de voir Marbella. Avant de voir Marbella, parce que là, c'est culturel. C'est culturel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les gens quand même sont intelligents, ils peuvent trouver leur solution à leur façon. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.